À première vue, le cachalot semble être une créature mal conçue. Une tête occupant jusqu'au tiers de la longueur totale du corps, une mâchoire inférieure relativement petite, un corps massif en forme de torpille et une petite nageoire dorsale par rapport à sa taille. Cependant, derrière cette silhouette disproportionnée se cache l'un des prédateurs les plus efficaces et spécialisés ayant jamais existé dans l'océan. Le cachalot mâle peut dépasser 18 mètres de longueur et 50 tonnes de poids, ce qui en fait le plus grand prédateur denté de la planète, au-dessus de tout requin ou carnivore terrestre connu. Sa domination ne se situe pas à la surface, mais dans un monde où la lumière du soleil pénètre à peine. Chaque jour, un cachalot peut effectuer des dizaines de plongées profondes pour atteindre la zone mésopélagique et bathypélagique de l'océan, habituellement entre 300 et 1000 mètres de profondeur, et parfois au-delà de 1500 ou 2000 mètres. Dans ces couches, la pression de l'eau est suffisante pour écraser des structures en acier non conçues pour un tel environnement, et la température chute brutalement. Mais pour le cachalot, cet environnement constitue son habitat de chasse standard. La clé de ce mode de vie extrême réside dans sa physiologie. Lors d'une plongée, le cachalot réduit drastiquement sa fréquence cardiaque et redistribue le flux sanguin vers des organes vitaux comme le cerveau et le cœur. Ses poumons s'effondrent de manière contrôlée à grande profondeur, ce qui évite les dommages dus à la compression et minimise l'azote dissous, réduisant le risque d'embolie lors de la remontée. Ses muscles stockent de grandes quantités d'oxygène grâce à des concentrations extraordinaires de myoglobine, ce qui lui permet de rester sans respirer entre 45 et 90 minutes, un temps suffisant pour descendre, chercher des proies et remonter à la surface. Dans cet environnement de quasi-obscurité totale, la vue joue un rôle secondaire. L'outil principal du cachalot pour explorer, chasser et communiquer est le son. L'animal émet des clics extrêmement puissants qui se propagent dans l'eau, rebondissent sur des objets et des organismes et reviennent sous forme d'échos que son système auditif et son cerveau interprètent en 3 dimensions. Ces signaux peuvent atteindre des niveaux proches de 230 décibels, faisant du cachalot l'animal le plus bruyant connu. Un jet décolle à courte distance autour de 150 décibels. Dans l'eau, des impulsions de 180 à 200 décibels sont déjà potentiellement mortelles à courte distance. La puissance de ces clics est telle qu'au moins un cas de blessure interne a été documenté chez un plongeur pris entre 2 mâles émettant des sons de haute intensité. Le volume d'informations acoustiques générées et traitées par le cachalot contraste avec un autre fait remarquable. Il possède le cerveau le plus lourd de tout le règne animal. Chez les adultes, il peut peser en moyenne environ 7,8 kg et atteindre jusqu'à 9 kg chez les spécimens les plus grands, soit environ 5 fois le poids d'un cerveau humain. Aucun autre animal vivant, pas même l'éléphant ou l'orque, ne dépasse le cachalot en masse cérébrale absolue. Cependant, un gros cerveau n'implique pas automatiquement une intelligence supérieure. Les neurobiologistes utilisent des indicateurs tels que le quotient d'encéphalisation qui met en relation la taille du cerveau avec la taille du corps. Selon cette mesure, le cachalot ne se situe pas parmi les premiers. Sa valeur est inférieure à celle de nombreux dauphins et inférieure à celle des grands primates. Néanmoins, son architecture cérébrale montre des adaptations extraordinaires au traitement auditif. Les régions associées à la gestion de l'information acoustique sont très développées, et le système olfactif, inutile dans le milieu marin pour cette espèce, est réduit. La vie sociale du cachalot défie également les idées simples sur les grands prédateurs. Les femelles et les jeunes forment des groupes stables, organisés en unités familiales qui peuvent durer plusieurs années, partageant des zones d'alimentation et se protégeant mutuellement contre des menaces comme les orques. Les jeunes mâles quittent généralement ces groupes en grandissant et se déplacent vers des latitudes plus élevées, où ils exploitent des ressources riches en calmars des eaux profondes.
Dans les deux cas, le son est la colle invisible qui maintient la cohésion du groupe. Les clics permettent aux individus de localiser leurs congénères et de coordonner leurs mouvements dans un environnement où la visibilité est presque nulle. À la surface, le cachalot offre une image très différente. Après une plongée profonde, l'animal réapparaît, expire un jet caractéristique d'air et de vapeur et reste plusieurs minutes à respirer normalement. C'est pendant ces intervalles qu'il ajuste sa physiologie avant la plongée suivante. Il équilibre les gaz, reconstitue l'oxygène et peut-être planifie la prochaine descente vers la zone de chasse. C'est également à ces moments que certains des comportements les plus frappants d'un point de vue humain se produisent, comme sa manière de dormir. Des observations de groupes de cachalots ont montré qu'ils peuvent rester immobiles, en position presque verticale, le corps orienté vers le haut et flottant à peine, comme des colonnes sombres suspendues dans l'eau. Ces courtes siestes, représentant une fraction minime de leur journée, permettent à l'animal de se reposer sans perdre complètement le contrôle sur sa respiration et son environnement immédiat. Dans la tête du cachalot, l'or liquide qui a failli le détruire. Pour comprendre pourquoi l'homme a poursuivi le cachalot à travers tous les océans, il faut ouvrir sa tête, littéralement. Ce bloc frontal énorme qui semble être une erreur de conception est presque entièrement occupé par deux structures, le soi-disant case, ou organe de spermacétie, et le junk, une masse de tissu graisseux et fibreux situé en dessous. Les deux forment un complexe acoustique et de flottabilité unique parmi les mammifères, rempli d'une substance cireuse et claire, le spermacétie. Il s'agit d'un mélange de cires et d'huile liquide très stable qui, à température ambiante, peut apparaître sous forme de liquide jaunâtre ou de cire blanchâtre sans odeur ni goût. Cette stabilité thermique et chimique, ajoutée à sa capacité à rester fluide à basse température et à résister à des températures élevées sans se dégrader, en a fait une ressource industrielle idéale bien avant l'ère du pétrole. On en extrayait des huiles fines, des lubrifiants et une cire qui, blanchie, produisait des bougies à lumière propre, constante et sans fumée. Pendant le XVIIIe siècle et une grande partie du XIXe siècle, une bougie de spermacétie était littéralement la référence pour mesurer l'intensité lumineuse en photométrie. Dans le corps du cachalot, l'organe de spermacétie et le junk remplissent des fonctions qui sont encore débattues aujourd'hui. L'une des hypothèses les plus influentes propose que l'animal peut varier la température de cette masse de cire grâce au flux sanguin. En la refroidissant, il augmente sa densité et pourrait favoriser la descente. En la réchauffant, il la rend moins dense et favoriserait la flottabilité lors de la montée. Une autre ligne de recherche met surtout en avant son rôle acoustique. Le spermacétie et les couches de tissu qui l'entourent agiraient comme un système de lentilles et de réflecteurs qui concentrent et dirigent les clics ultrasonores, amplifiant la puissance du sonar du cachalot et affinant sa capacité à localiser ses proies dans l'obscurité. Ces deux fonctions ne sont pas exclusives et coexistent probablement. À l'apogée de la chasse au cachalot, des ports comme New Bedford ou Nantucket aux États-Unis sont devenus des centres névralgiques d'une industrie mondiale. Des baleiniers partaient pendant des années vers l'Atlantique Sud, l'océan Indien ou le Pacifique à la recherche de troupeaux, suivant des routes combinant expérience empirique, observation et parfois simple chance. L'huile de spermacétie éclairait les villes et les usines, lubrifiait les machines de précision, les montres, les armes et plus tard, les composants industriels à haute exigence. Au milieu du XIXe siècle, avant la popularisation du kérosène et d'autres dérivés du pétrole, le cachalot était, en termes énergétiques, une ressource stratégique. Cette demande se reflétait également dans la culture. Le cachalot est devenu le grand antagoniste de la littérature baleinière, incarné dans des œuvres comme Moby Dick, où la chasse à la baleine blanche fonctionne comme une métaphore de l'obsession humaine, mais aussi comme un portrait minutieux des techniques et de l'économie du secteur. Derrière cette épopée, cependant, se trouvait la froide réalité des chiffres.
Chaque animal tué fournissait des tonnes d'huile et de cire de grande valeur, et la pression sur les populations s'accumulait décennie après décennie. À la fin du XIXe siècle, l'industrie baleinière traditionnelle a commencé à décliner, mais pas par souci écologique, mais par pure concurrence technologique. L'extraction de pétrole à grande échelle et la production de kérosène et de lubrifiants minéraux moins chers ont commencé à remplacer l'huile de baleine sur le marché. Le tournant est survenu au XXe siècle, lorsque le développement de la biologie marine et la sensibilité environnementale croissante ont commencé à entrer en conflit direct avec la logique économique de la baleine en tant que ressource. Dans ce changement de paradigme, les organismes internationaux ont joué un rôle clé. Après la Seconde Guerre mondiale, la Commission baleinière internationale a été créée avec pour objectif officiel de réglementer la chasse et d'éviter l'effondrement des populations. En pratique, pendant des décennies, les quotas fixés étaient trop élevés ou ignorés dans la réalité, mais ils ont posé les bases de quelque chose qui aurait été impensable un siècle plus tôt, l'idée d'interdire la chasse commerciale de certaines espèces de baleines. Parallèlement, l'état de conservation du cachalot a commencé à être évalué dans des cadres tels que la liste rouge de l'UICN, où il est reconnu que, bien que la population mondiale montre certains signes de reprise depuis la fin de la grande chasse commerciale, dans plusieurs sous-populations, la tendance reste incertaine ou négative. Le grand tournant est survenu avec la moratoire internationale sur la chasse commerciale à la baleine, approuvée dans les années 1980, qui a en pratique fermé les marchés du spermaceti et de l'huile de cachalot. La valeur économique de cet or liquide s'est effondrée, remplacée par des lubrifiants synthétiques et des huiles végétales comme l'huile de jojoba, capables de remplir des fonctions similaires sans tuer d'animaux de 50 tonnes. Depuis lors, le commerce des produits dérivés du cachalot est interdit dans la plupart des pays, et toute tentative de vente d'huile ou de cire restante est poursuivie légalement. Un cerveau de 9 kg pour voir avec le son. Si le spermaceti est le moteur physique du sonar du cachalot, son cerveau est le centre de traitement qui transforme les impulsions de pression en une carte exploitable du monde. En termes absolus, aucun autre animal n'a un cerveau plus grand. Chez les mâles adultes, il pèse en moyenne autour de 8 kg et peut dépasser 9 kg chez les spécimens les plus âgés, soit environ 5 ou 6 fois plus que le cerveau humain. Cette masse supplémentaire n'est pas répartie uniformément. L'architecture reflète un design très particulier, avec des zones auditives surdimensionnées et un système olfactif réduit au minimum, cohérent avec une vie presque entièrement basée sur le son. Contrairement à un prédateur terrestre qui combine vision, odorat et audition pour localiser ses proies, le cachalot évolue dans un milieu où la lumière disparaît dans les premières centaines de mètres et où les odeurs n'ont pas la même portée que dans l'air. Le son, en revanche, se déplace plus vite et plus loin dans l'eau. Le cachalot a poussé cet avantage physique à l'extrême. Il génère des clics à large bande, pouvant atteindre jusqu'à 230 décibels d'intensité, faisant de lui l'animal le plus bruyant de la planète. Ses impulsions, concentrées dans un faisceau très directionnel, rebondissent sur les calmars géants, les poissons, d'autres cachalots et même le fond marin, et reviennent sous forme d'échos légèrement modifiés. Le mécanisme pour produire ces sons commence à un point minuscule de son anatomie, une paire de structures appelées lèvres phoniques ou monkey lips, situées près du soufflet nasal. En forçant l'air sous pression à travers elles, le cachalot provoque une vibration qui se transforme en clic. Ce clic n'est pas émis directement dans l'eau. Il traverse d'abord l'organe à spermacétie, se reflète dans des sacs aériens, passe à travers le junk et est modelé par des couches de graisse et de tissu comme s'il passait à travers un système de lentilles et de réflecteurs. Le résultat final est un faisceau acoustique étroit et extrêmement puissant, orienté vers l'avant. Une fois le pulse émis, l'étape de traitement entre en jeu. L'oreille interne du cachalot est adaptée à des fréquences très différentes de celles qui dominent notre communication. Alors que la plage humaine se concentre entre 1 et 4 kHz, les clics du cachalot
occupent des fréquences beaucoup plus élevées, avec une grande partie de l'énergie autour de 10 à 30 kHz, idéal pour détecter de fins détails sur des objets distants. Les échos reviennent après avoir parcouru des centaines ou des milliers de mètres et sont captés principalement par la mâchoire inférieure, remplie de graisse acoustiquement conductrice qui canalise la vibration vers les os de l'oreille moyenne. Le cerveau, avec ses régions auditives hypertrophiées, intègre les millisecondes de différence entre l'arrivée des échos pour reconstruire les distances, les tailles et les densités des objets. Le schéma le plus courant de ces sons en contexte de chasse est connu sous le nom de usual clicks, des séquences régulières, espacées, qui balaient l'environnement comme la rotation d'un radar. À mesure que le cachalot s'approche d'une proie, le modèle change. L'intervalle entre les clics se raccourcit jusqu'à former ce que les chercheurs appellent des creaks, des rafales rapides similaires au bruit d'une charnière rouillée. Ce changement indique que l'animal est passé de la recherche à la visée et à la capture, ajustant en temps réel la résolution de son sonar. Dans les profondeurs bathypélagiques, cette capacité fait la différence entre trouver de la nourriture ou gaspiller de l'oxygène. Les cachalots se nourrissent en grande partie de calmars des eaux profondes, y compris des calmars géants et colossaux, bien que la majorité des proies soient de taille moyenne. Ces invertébrés ont également évolué pour vivre dans l'obscurité. Beaucoup possèdent de grands yeux et des photophores bioluminescents. Mais l'avantage lumineux est limité face à un prédateur qui n'a pas besoin de les voir pour savoir exactement où ils se trouvent. Le cachalot peut détecter un calmar à plusieurs dizaines de mètres, estimer sa position relative et ajuster sa trajectoire de chasse guidée par une cascade d'échos. Le fait que les clics soient si intenses a conduit à des spéculations sur la possibilité que le cachalot puisse étourdir physiquement sa proie par le son. L'information est tentante. Des impulsions atteignant ou dépassant 220 à 230 décibels. Dans un milieu où, à courte distance, une telle énergie peut endommager les tissus mous. Certains plongeurs ont rapporté des sensations de pression ou d'inconfort extrême après des expositions proches d'animaux émettant des clics. Cependant, les preuves directes d'un étourdissement acoustique intentionnel des proies restent limitées. La plupart des spécialistes considèrent que, bien que ces niveaux puissent avoir des effets physiologiques, la fonction principale des clics est sensorielle et communicative, et non comme arme de choc. Le cerveau du cachalot ne traite pas seulement les échos individuellement, mais le fait en intégrant le contexte social. Un individu immergé est rarement complètement seul. D'autres membres de son unité sociale peuvent se trouver à des centaines de mètres, communiquant via des schémas de clics différents de ceux utilisés pour chasser. Alors que le même hardware anatomique produit tous les sons, le software neural qui distingue l'écolocalisation des signaux sociaux doit être capable de discerner les nuances subtiles de rythme, d'intervalle et de structure des clics. Des études de neuroanatomie comparée suggèrent que les cétacés odontocètes, comme le cachalot, possèdent des zones développées associées à la cognition sociale, bien que leur organisation ne soit pas directement comparable à celle des primates. Un autre élément qui révèle à quel point leur cerveau est conditionné par l'environnement est leur manière de dormir. Des recherches avec des étiquettes à succion ont montré que les cachalots effectuent des drift dives passifs. Ils se laissent porter par la colonne d'eau en position presque verticale, en groupe lâche, pendant de courtes périodes d'environ 10 à 15 minutes. Ces épisodes représentent seulement un petit pourcentage de la journée, environ 7%, ce qui suggère que le cachalot est l'un des mammifères qui consacrent le moins de temps au sommeil. Chez les cétacés odontocètes en captivité, le sommeil unihémisphérique a également été documenté. Tandis qu'une moitié du cerveau montre des motifs de repos, l'autre reste active pour contrôler la respiration consciente et la vigilance de base. Il est probable qu'il en soit de même chez le cachalot, bien que la confirmation directe chez les animaux sauvages soit difficile.
L'image de ces corps colossaux, suspendus comme des colonnes sous la surface, suggère un engagement sophistiqué. Dormir le minimum nécessaire, sans se déconnecter complètement d'un environnement où la moindre distraction peut signifier une perte d'orientation ou une exposition à une attaque. Dans l'ensemble, la combinaison d'un cerveau gigantesque, d'un système auditif hyper développé et d'un sonar d'une puissance extrême configure une forme de perception très différente de celle des humains. Là où nous verrions l'obscurité absolue, le cachalot voit des textures, des volumes et des mouvements grâce à l'écho de ses propres sons. Là où nous entendons un simple claquement, il obtient un paquet dense d'informations sur la taille, la distance et la nature de son environnement. Coda, motif, clan et le début d'un langage possible. Lorsque Cachalot descend dans les profondeurs pour chasser, ses clics fonctionnent comme une lampe acoustique, des balayages réguliers de sons qui lui renvoient la forme de l'environnement. Mais lorsque plusieurs cachalots se rassemblent près de la surface, ces mêmes clics adoptent une organisation différente. Ils se regroupent en courtes séquences répétées, avec des intervalles et des accents caractéristiques. Ce sont les appelés codas, des motifs de clics émis en groupe de 2 à 10 impulsions, avec des rythmes qui semblent fonctionner davantage comme une signature sociale que comme un outil d'écolocalisation. Les codas ne servent pas à explorer l'environnement. Contrairement aux clics communs et aux crissements de chasse qui se produisent en longues rafales à grande profondeur, les codas s'échangent typiquement lorsque les animaux sont relativement proches les uns des autres, à faible profondeur ou à la surface. Les individus les émettent dans des contextes de rencontre, de socialisation et de coordination des activités du groupe. Leur structure est définie davantage par le motif temporel que par l'intensité. L'important n'est pas la force du clic, mais l'intervalle entre les clics et la séquence qu'ils forment. Les premières études systématiques sur les codas ont montré qu'il ne s'agit pas de séquences aléatoires. Des types récurrents ont été identifiés, tels que les codas à rythme régulier et les codas avec accent marqué. Ces types peuvent être étiquetés selon le nombre de clics et le motif des pauses, ce qui permet de les comparer entre groupes et régions. Avec le temps, le catalogue des codas reconnus s'est élargi à des dizaines de variantes, certaines très fréquentes et d'autres extraordinairement rares. La distribution de ces motifs n'est pas homogène. L'une des découvertes les plus importantes est que différentes populations de cachalots, même lorsqu'elles partagent des zones géographiques, utilisent des répertoires de codas partiellement différents. Cela a conduit au concept de clans acoustiques, des groupes de cachalots qui ne se définissent pas seulement par la génétique ou l'espace, mais par l'ensemble des codas qu'ils utilisent typiquement. Un clan peut partager un dialecte de codas caractéristiques, avec certaines séquences courantes au sein du groupe et pratiquement absentes dans d'autres. Ces clans acoustiques se chevauchent dans l'océan. Dans une même région, il peut y avoir des unités familiales appartenant à des clans différents, qui exploitent des ressources similaires, mais conservent des répertoires de codas différenciés. Des études à long terme dans le Pacifique ont montré que les cachalots ont tendance à s'associer préférentiellement avec ceux qui partagent leur répertoire de codas, ce qui suggère que ces différences ne sont pas de simples variations locales, mais des marqueurs d'identité sociale comparables à des dialectes culturels. Une autre caractéristique clé est que les codas semblent être, au moins en partie, apprises. Les jeunes naissent dans des groupes où ils entendent continuellement les codas des femelles adultes et des jeunes plus âgés. Avec le temps, ils incorporent les motifs propres au clan, de manière analogue à la façon dont les humains acquièrent la langue de leur communauté. La transmission des codas à travers les générations et la persistance de répertoires spécifiques renforcent l'idée qu'il s'agit d'un système culturel et non simplement génétique. Au niveau fonctionnel, plusieurs hypothèses ont été proposées sur ce que disent les codas. Une possibilité est qu'elles servent d'identifiant de groupe, une manière d'annoncer « je fais partie de ce clan, j'appartiens à cette unité sociale ».
Une autre est qu'elles agissent comme des signaux de coordination, maintenir un contact acoustique lorsque les baleines sont visuellement désalignées, mais à portée de communication. On a également observé des codas dans des contextes de réunion après des plongées profondes, ce qui suggère un rôle dans le renforcement de la cohésion et la synchronisation des activités. Cependant, le détail précis de la signification de chaque coda individuel reste inconnu. Jusqu'à présent, la majeure partie du travail scientifique s'est concentrée sur la description des répertoires et des règles statistiques. Quels motifs apparaissent ensemble, à quelle fréquence, dans quel contexte, et comment ils varient entre clans et régions. Vu du point de vue linguistique, cela reviendrait à avoir identifié des phonèmes et des syllabes récurrentes, avoir regroupé des mots de base selon leur forme sonore, mais sans encore comprendre avec précision leur sémantique. Au cours de la dernière décennie, les efforts pour déchiffrer ces structures ont fait un bond qualitatif grâce à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle et d'analyse massive de données. Des projets internationaux ont déployé des réseaux d'hydrophones, des drones, des étiquettes à ventouses avec enregistreurs et capteurs inertiels, ainsi que des algorithmes d'apprentissage automatique pour enregistrer et classer automatiquement des millions de clics et de codas. L'idée est de rechercher des motifs qui échappent à l'inspection humaine. Régularité dans la durée, la séquence et la co-occurrence des codas avec certains comportements. Une des approches consiste à traiter les séquences de codas comme des chaînes de symboles, similaires à des textes écrits dans une langue inconnue. Des modèles statistiques et des réseaux neuronaux sont utilisés pour évaluer si ces chaînes présentent des propriétés que, chez les humains, nous associons aux langues complexes. Par exemple, des dépendances à long terme, des structures hiérarchiques, des combinaisons non aléatoires rappelant une syntaxe rudimentaire. Si les codas se comportaient comme un simple répertoire d'appels isolés, la structure résultante ressemblerait davantage à un système de signaux limités. Si elle montre des combinaisons flexibles et systématiques, cela pourrait indiquer quelque chose de plus proche d'un protolangage. Un autre aspect important est la relation entre coda et contexte. En combinant les enregistrements acoustiques avec des données de position, de profondeur et de comportement, il est possible d'associer certains types de codas à des situations concrètes. Si un certain motif apparaît avec une probabilité élevée dans un contexte répété, l'hypothèse selon laquelle cette coda remplit une fonction communicative spécifique est renforcée, même si sa traduction exacte n'est pas connue. Jusqu'à présent, les résultats suggèrent que les cachalots gèrent un système de coda plus flexible que ce que l'on pensait. Certains motifs semblent universels dans l'espèce, tandis que d'autres sont exclusifs à certains clans. Il existe une variation individuelle, mais encadrée par des règles de groupe. Et, plus importante encore, la structure temporelle des codas et leur répartition dans des contextes spécifiques montrent des régularités qui rappellent, en miniature, les propriétés des langues humaines à leurs niveaux les plus fondamentaux. Langage réel ou simplement un code complexe de clics. Après avoir décrit les codas, les dialectes acoustiques et la transmission culturelle, la question est inévitable. Sommes-nous face à un véritable langage ou à un système sophistiqué de signaux, mais limité? Pour tenter d'apporter une réponse, plusieurs équipes ont commencé à traiter les clics des cachalots comme des données linguistiques. Le projet CET1, ou Initiative de traduction des cétacés, réunit des biologistes marins, des ingénieurs, des linguistes et des spécialistes en intelligence artificielle avec un objectif explicite: enregistrer, classer et analyser pendant des années la communication des cachalots dans des lieux comme la Dominique, en utilisant des bouées, des drones, des étiquettes à ventouses et des réseaux d'hydrophones pour capturer l'audio ainsi que des informations sur le comportement et le contexte. L'approche combine d'énormes bases de données acoustiques avec des modèles d'apprentissage automatique similaires à ceux utilisés pour reconnaître la voix humaine ou générer de la musique. Ces outils peuvent détecter des régularités qui échappent à l'oreille humaine. Variations de fréquence, micro-tempos,
accent sur des clics précis et combinaisons récurrentes de motifs. En 2024, un travail de chercheurs lié à CETI a montré que les codas présentent une structure combinatoire. Des traits tels que le rythme et le tempo se combinent avec des nuances subtiles pour générer un large inventaire de types de codas distincts. Quelque chose d'analogue à un alphabet phonétique construit avec des clics. Plus récemment, des études soutenues par CETI et des universités comme le MIT et l'UC Berkeley sont allées un pas plus loin. En analysant avec des modèles d'IA le spectre interne des clics, elles ont identifié des motifs vocaux, c'est-à-dire des variations internes comparables à des composants de voyelles humaines. L'idée n'est pas que les baleines produisent des A, E, ou O comme nous, mais qu'à l'intérieur d'un clic apparemment uniforme existent des sous-structures acoustiques qui se combinent de manière systématique, ce qui suggère un niveau d'organisation phonétique plus riche que ce que l'on croyait. En même temps, ces motifs ne se distribuent pas au hasard dans le comportement. CETI et d'autres groupes documentent comment certains types de codas apparaissent dans des contextes sociaux spécifiques. Réunion d'unités familiales, coordination des plongées, interaction entre clans acoustiques ou soins aux petits. Les modèles statistiques montrent que la probabilité qu'un type de coda apparaisse augmente ou diminue en fonction de la situation, ce qui indique qu'ils ont une valeur informative, pas seulement émotionnelle. Du point de vue de la science du langage, pour parler de langage au sens large, plusieurs caractéristiques sont généralement exigées. Un ensemble d'unités minimales, phonèmes ou équivalents, des combinaisons formant des syllabes ou des signaux reconnaissables, des règles productives pour combiner les signaux en séquence, et surtout la capacité à se référer à des objets, événements ou relations abstraites. Dans le cas des cachalots, les preuves les plus solides à ce jour se concentrent sur les deux premières couches. Il existe un répertoire d'unités distinctes et des règles combinatoires qui génèrent une variation structurée. Le travail récent décrivant un alphabet de codas basé sur le rythme, le tempo et l'ornementation renforce l'idée que le système n'est pas simplement une collection d'appels isolés, mais un code avec une syntaxe rudimentaire. Ce qui n'est pas encore clair, c'est l'étendue sémantique de ce code. Certains indices suggèrent que certaines codas pourraient fonctionner comme identifiants d'individus, un peu comme des noms propres ou comme étiquettes de groupe. D'autres motifs semblent associés de manière cohérente à des états d'activité, comme le début ou la fin d'une plongée collective. Cependant, démontrer la référence au sens fort est extrêmement difficile chez les animaux sauvages, surtout dans un milieu tridimensionnel et opaque comme l'océan. Parallèlement, certains chercheurs appellent à la prudence. Ils soulignent qu'il est facile de projeter des catégories humaines sur des systèmes de communication animale qui pourraient fonctionner selon des principes différents. Ils rappellent que de nombreux oiseaux et autres cétacés montrent également un apprentissage vocal, des dialectes et des répertoires complexes, sans qu'il s'agisse nécessairement de langue au même sens que l'humain. La fascination médiatique pour l'idée de traduire les cachalots peut conduire à des exagérations qui nuiraient, plus tard, à la crédibilité scientifique si les résultats ne confirment pas les attentes. Alors que le débat intellectuel se poursuit, la situation de l'espèce reste marquée par l'histoire récente. Après des siècles d'exploitation, on estime que la population mondiale de cachalots avoisine aujourd'hui 850 000 individus, contre environ 2 millions avant le début de la grande chasse au XVIIIe siècle, ce qui implique une réduction d'environ 57%. Laboratoire commercial de la Commission baleinière internationale a stoppé les captures à grande échelle dans les années 1980. Mais les analyses des tendances montrent que de nombreuses populations n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux historiques, en partie à cause de menaces actuelles comme les collisions avec les navires, la pollution sonore, les enchevêtrements dans les outils de pêche et les changements dans la disponibilité des proies liés au climat.